Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. L'année a été évidemment marquée par des périodes de forte chaleur. Que se passe-t-il pour notre planète? Quelle évolution de notre climat, de notre environnement? Avec un certain nombre d'inquiétudes sur l'humanité. Nous y revenons avec le professeur Guillaume Decoq. Bonjour. Bonjour. Vous êtes scientifique, professeur de pharmacie avec beaucoup de fonctions, notamment dirigeant une unité de recherche au CNRS. Et vous avez écrit Boomerang, avec ce sous-titre qui résume bien votre livre, comment la mise à mal de notre environnement met en danger la santé humaine. Alors pourquoi ce livre, tout d'abord? Vous le dédiez d'ailleurs à vos enfants avec cette question, puissent-ils connaître l'épilogue de cette histoire? Oui, effectivement, dans cet ouvrage, j'essaie de dresser un état des lieux des relations entre la santé humaine et l'environnement et les altérations de cet environnement qui sont associées à certaines activités humaines. Et la dédicace, évidemment, va envers mes deux fils, dont j'espère qu'ils connaîtront... Mais pourquoi? Parce que vous avez une inquiétude par rapport à la situation de la planète aujourd'hui, vous, en tant que scientifique? Je dirais que j'ai une inquiétude modérée et optimiste. Oui. C'est-à-dire que je pense qu'on a les moyens nécessaires pour améliorer notre environnement et donc améliorer notre santé. C'est ce que j'essaye de dire en conclusion de cet ouvrage. Oui, absolument. Alors avant d'aller à la conclusion, voyons quand même ce que vous développez. Vous revenez en préambule sur l'histoire aussi de la Terre. Et il y a 4,5 milliards d'années pour nous expliquer qu'il y a une accélération phénoménale en l'espace de quelques décennies récemment par rapport à justement ces 4,5 milliards d'années. Oui, ce sont des échelles de temps qui nous échappent. Les échelles de temps auxquelles nous sommes habitués, c'est l'échelle d'une vie humaine ou de quelques générations humaines qui sont extrêmement courtes, ramenées à l'histoire de l'évolution, à l'histoire de la biodiversité. C'est devenu un terme à la mode également. Et les altérations que nous portons à cet environnement par nos activités se déroulent sur des temps extrêmement courts. Oui, c'est-à-dire vous faites la comparaison avec une journée de 24 heures, vous dites... Ce que nous vivons, grosso modo, depuis 2 siècles, c'est ça à peu près, c'est 30 secondes par rapport à ces 24 heures, quoi. Oui, c'est même encore plus court. Oui, c'est même encore plus court. C'est même encore plus court. Donc, on ne peut pas faire l'impasse sur toute cette histoire de l'évolution, tout cet environnement qui s'est mis en place. Et pour comprendre les impacts de nos activités, il faut vraiment ramener à la bonne échelle de temps, la bonne échelle d'appréhension. Et en l'espace de quelques secondes, on menace la planète. Oui, je pense qu'on le voit avec... je pense qu'il y a de moins en moins de personnes qui contestent la réalité des changements climatiques et les conséquences qui sont parfois spectaculaires. Oui, c'est ça. Et c'est pourtant la science et la connaissance qui nous ont fait faire un bond ces 2 derniers siècles, quoi. Est-ce que vous remettez en cause tout cela? Est-ce que vous posez un certain nombre de questions, effectivement, dans votre livre, quoi? Oui, je pense que, alors sans remettre en cause le progrès de l'humanité, le progrès technologique, c'est toujours une question de modération et d'utiliser avec parcimonie, je dirais, certains des outils modernes, pas tomber dans l'excès et puis avoir une exploitation raisonnée et raisonnable de notre environnement. Oui, c'est ça. Et vous rappelez d'ailleurs, parce que vous êtes un spécialiste, pharmacien, donc scientifique, que la nature, déjà, on l'a un peu oublié, elle est hostile au démarrage. Il faut penser à ça. L'homme a dû se construire au milieu des animaux, des bactéries, des microbes, des végétaux, quoi. Et ça, on a tendance un petit peu à l'oublier, quoi. Oui, l'homme est une espèce et comme toute espèce, elle a dû faire sa niche écologique au sein d'un environnement, d'un ensemble d'écosystèmes où d'autres espèces sont présentes. Et lorsque plusieurs espèces cohabitent, eh bien, il y a des relations amicales et des relations un peu plus inamicales, je dirais. Oui, c'est ça. Et qui s'y frotte s'y pique, par exemple. Vous avez un chapitre sur toutes les plantes, par exemple, qui ne sont pas douces à caresser, quoi. Oui, je pense que l'exemple de l'ortie parle à tout le monde. Effectivement, quand on frôle une ortie, on ressent une douleur immédiate qui en fait répond à un mécanisme physiologique très compliqué, mais qu'on peut vivre directement. Et ce qui veut dire que, à travers cet exemple, la nature, c'est toute une chaîne, quoi, bien sûr, quoi, et qu'il faut être capable de s'y adapter, de l'adapter, mais pas de la détourner en quelque sorte. Alors, la nature, c'est une chaîne, c'est même un ensemble de chaînes, des chaînes enchevêtrées qui forment un réseau. Et l'homme, comme n'importe quelle autre espèce, fait partie de ce réseau et tisse des interactions positives, négatives, plus neutres,
avec d'autres espèces. Et lorsqu'il y a un grain de sable dans l'engrenage, c'est-à-dire un problème sur ce réseau, eh bien, ça va se répercuter à différents niveaux. Et moi, j'essaye de mettre en avant les répercussions sur le maillon humain et la santé humaine. Oui, c'est ça. Alors, par exemple, vous pointez un certain nombre de choses. Les animaux d'élevage, par exemple, vous, avec l'utilisation d'antibiotiques, vous dites attention, alors que vous êtes pharmacien, justement, ça peut nous conduire à des dérives. Oui, je crois que on entend de plus en plus parler dans les médias des problèmes de résistance aux antibiotiques parce que on les a utilisés un petit peu sans discernement. Alors, encore une fois, l'avènement des antibiotiques a été un progrès majeur dans la prise en charge d'un certain nombre de pathologies dont on mourait pas systématiquement, mais assez souvent. Donc, les antibiotiques ont été un réel progrès, mais leur utilisation sans discernement a abouti à des excès dont on paye un peu les conséquences aujourd'hui avec des souches de bactéries, par exemple, qui sont sélectionnées dans l'environnement, qui deviennent résistantes, même multirésistantes, c'est-à-dire à tout l'arsenal antibiotique. Et on se retrouve quelquefois aujourd'hui dans des impasses thérapeutiques avec des infections par ces nouveaux germes ou ces germes d'un nouveau genre. Et le praticien de santé est complètement dépourvu face à ces nouvelles infections émergentes. Oui, c'est ça. Et puis la menace agrochimique, vous l'évoquez dans l'agriculture. C'est un petit peu comme les antibiotiques utilisés dans les élevages ou alors à une autre échelle pour les êtres humains, quoi. Oui, effectivement, il s'agit là de l'utilisation de composés chimiques plus ou moins élaborés. Là encore, ça a mené beaucoup de progrès et comme je dirais, à chaque grand progrès, on pense pouvoir bénéficier sans limite de ces progrès et très vite, on en découvre les effets collatéraux, les effets délétères et la menace agrochimique ou la menace chimique, d'une manière générale, c'est des polluants que l'on a introduits dans l'environnement et qui quelquefois, très longtemps après, se rappellent à nous en induisant un certain nombre de pathologies souvent chroniques. Oui, mais professeur Guillaume de Kock, vous faites quand même confiance à la science d'une façon générale pour trouver des solutions ou pas? Parce que quand on entend certains discours, et là on l'a vu, ils se sont radicalisés pendant l'année 2022, certains disent bon, il faut avoir confiance quand même en la science, d'autres disent non, il faut revenir en arrière sur certaines choses. Quel est votre sentiment, vous? Alors, le temps est irréversible. Tout scientifique vous dira que le temps est irréversible. Donc, revenir en arrière, je ne sais pas exactement ce que ça veut dire. Mais il y a des discours. Non, mais il y a des discours en disant il faut se priver d'un certain nombre de choses, de tous les fruits de la modernité, d'une façon générale, et y compris de la science, quoi. Bon, je pense que la société n'est pas prête à se priver des fruits de la modernité, mais peut-être plus à force d'éducation, à utiliser avec davantage de modération. Et encore une fois, de manière raisonnée. Alors, on peut faire confiance à la science pour découvrir des moyens, par exemple, de dépolluer. Mais la solution la plus facile, c'est quand même d'éviter de polluer chaque fois que c'est possible, plutôt que de chercher les moyens de dépolluer. Oui, mais forcément, quand on fait des recherches, et notamment en chimie, enfin dans l'ensemble en fait des domaines, il y a eu le nucléaire à un moment donné. Évidemment, ça comporte en fait un certain nombre de dangers. Quelles barrières peut-on mettre en place? Parce que vous l'évoquez en fait dans votre livre. Déjà, quand on met au point, quand on élabore un nouveau produit, c'est valable d'ailleurs pour un médicament comme un produit chimique, c'est vraiment d'évaluer, de prendre le temps d'évaluer les risques. Alors quelquefois il y a des urgences. On a connu très récemment une urgence sanitaire où on n'a pas forcément. Vous parlez du Covid, bien sûr. Oui, bien sûr. L'expérimentation après avec les vaccins, qui n'étaient pas complètement des vaccins d'ailleurs. Mais là encore, on a pu bénéficier d'un progrès technologique en matière de vaccins. Je pense que le bilan a été très positif. Et même si on est allé un petit peu vite, ça, on le reconnaît aujourd'hui dans le monde scientifique, quoi. Oui, alors certes, il y a eu une prise de risque, il y a une prise de vraisemblablement une prise de risque, mais qui est restée raisonnée. Et je pense que là, on a
petit peu de recul maintenant sur ces vaccins et on voit que globalement ça a été quand même un succès. Mais de toute manière, c'est comme, c'est exactement l'exemple de votre livre. Dès que on avance, effectivement, avec le progrès scientifique, il y a des revers à la médaille, quoi. Et donc, il faut être vigilant. C'est ça, c'est prendre le temps aussi de mieux anticiper les revers, c'est-à-dire de prendre le temps d'étudier les effets insoupçonnés que l'on peut avoir. Et la plus grande difficulté, c'est de pouvoir anticiper des phénomènes qui vont se produire sur le moyen ou le long terme. Et ça, c'est la grande difficulté. Et c'est aussi, vous parliez de revenir en arrière, c'est de réévaluer régulièrement le rapport bénéfice-risque d'une molécule, que ce soit une molécule utilisée comme pesticide, d'une molécule utilisée comme médicament ou de tout autre produit chimique de synthèse. Mais oui, parce que le débat se pose vraiment. Il y a des gens, par exemple, qui ne veulent plus prendre l'avion alors que ça a été un progrès pendant un bout de temps, ne plus prendre la voiture alors que c'était considéré effectivement comme un progrès aussi, même si évidemment on pollue d'une autre manière. Se soigner avec certains médicaments, on sait que oui, ce n'est jamais anodin, et ainsi de suite, quoi, bien sûr. Quand on fabrique le nucléaire, il y a la possibilité d'une dérive avec une bombe aussi, en permanence, quoi. Et donc il y a une responsabilité des scientifiques, quoi, évidemment, après. Il y a une responsabilité des scientifiques, il y a une responsabilité des politiques et il y a une responsabilité des citoyens. Ouais, voilà, c'est ça. Et il faut être capable de choisir et les informer. On va poursuivre avec vous avec ce livre, justement, Boomerang, comment la mise à mal de notre environnement met en danger la santé humaine. C'est ce que l'on voit en cette rétro de l'année avec vous, professeur Guillaume de Kock, sur Sud Radio, un livre sorti aux éditions du Rocher. Et dans un instant, on va s'intéresser à l'érosion de la biodiversité, notamment. Mais où va notre planète? C'est des questions qui se posent en cette fin d'année. On l'a vu tout au long de 2022. Que se passe-t-il du côté de la médecine, du côté de notre environnement? Professeur Guillaume de Kock est avec nous sur Sud Radio pour ce livre Boomerang. Comment la mise à mal de notre environnement met en danger la santé humaine, aux éditions du Rocher. On l'a vu en fait tout à l'heure avec l'ensemble des progrès de la médecine et les revers qu'il peut y avoir, évidemment, qu'on parlait des antibiotiques, de la menace agrochimique. Il y a une autre préoccupation dans votre livre, c'est l'érosion de la biodiversité. Vous dites qu'elle est moins connue que les changements climatiques et pourtant avec énormément de conséquences. Oui, tout à fait. Alors le terme de biodiversité est très galvaudé d'ailleurs. Alors oui, la biodiversité, vous qui êtes professeur en pharmacie, comment vous la définissez, la biodiversité ? Alors c'est la contraction de diversité biologique, donc on pourrait tout simplement dire la diversité du vivant, donc c'est la diversité des espèces, c'est la diversité des gènes dans le génome de ces espèces, et c'est la diversité des écosystèmes, des paysages dans lesquels on vit quotidiennement. Et là, on constate, et c'est ce que vous dites à travers votre livre, comme une érosion quand même très forte de cette biodiversité, quoi. Une érosion, oui, à tous les niveaux que je viens de citer d'ailleurs. Alors, on parle souvent des espèces en voie d'extinction, mais souvent, il faut dire qu'on parle des grosses espèces un petit peu emblématiques. On va parler de tel fauve ou de tel mammifère qui vit sur le continent africain. On va parler d'un autre mammifère sur le continent asiatique, mais en fait, ça concerne toutes les espèces, y compris les plus petites, celles qui sont invisibles à l'œil nu, les bactéries, par exemple. Si on regarde la diversité bactérienne des sols, entre un sol agricole et un sol forestier, on n'aura pas justement la même biodiversité parce que les contraintes en sol agricole sont beaucoup plus fortes. Et là, sur justement ces sols agricoles, il y a une détérioration forte. Certains me disent, par exemple, il y a moins de vers de terre aujourd'hui, et le ver de terre a un rôle essentiel. Oui, tout à fait. Alors le ver de terre, c'est un petit peu le garant de la fertilité des sols agricoles. Et beaucoup de pesticides qui ont été utilisés par le passé tuaient ces vers de terre, au point parfois de stériliser complètement le sol. Et finalement, ce qu'on cultivait dans les champs, c'était presque de la culture hors sol. Je parle du sol au sens biologique du terme. Donc effectivement, même les animaux ou les micro-organismes les plus petits jouent un rôle essentiel dans la fertilité des sols. Oui, mais bien souvent, on a envie d'éliminer des bactéries dans notre quotidien parce qu'on dit que c'est dangereux. Et puis aujourd'hui, on est ultra précautionneux. Regardez avec le Covid ce qui s'est passé. Effectivement, on a dit qu'on basculait dans une société totalement hygiéniste. Le professeur de Kock, vous le pharmacien.
Je dirais que si vous supprimez toutes les bactéries, vous n'allez pas survivre très longtemps. Voilà, c'est ça. Parce que, à commencer par les aliments que vous digérez quotidiennement, vous ne pouvez pas les digérer sans les 10 puissance 14 bactéries qui vivent dans votre tube digestif. C'est-à-dire que vous avez plus de bactéries dans votre tube digestif que de cellules dans le reste de votre corps. Donc il faut un juste équilibre, entre ce que l'on peut gommer un peu dans notre environnement et ce qui est absolument nécessaire. Alors c'est là justement que c'est intéressant de parler de biodiversité, parce que on se rend compte que pour reprendre l'exemple des bactéries, dans des communautés de bactéries, c'est-à-dire là où vivent plusieurs espèces de bactéries, eh bien plus ces communautés sont diversifiées, c'est-à-dire plus il y a d'espèces dans ces communautés, plus finalement il y a un équilibre qui s'établit et qui fait qu'on aura très peu de chances de voir émerger une mauvaise bactérie, c'est-à-dire celle qui va induire une maladie. Et ça se voit très bien justement chez les personnes qui ont une érosion de leur biodiversité bactérienne dans leur type digestif, par exemple, ou sur leur peau. Qui sont plus vulnérables vis-à-vis de certaines maladies et chez lesquelles on aura plus facilement l'émergence de bactéries méchantes capables d'induire une maladie. Oui, alors les bactéries et les virus aussi, la menace de certains virus. On va pas revenir sur le Covid, mais bon, il y a eu énormément de débats, mais tout de même, qu'est-ce qu'on retient comme leçon justement de cette crise en fait du Covid ? Alors, je pense qu'on n'a pas fini de tirer des leçons du Covid. Ne serait-ce que l'émergence même du virus, du coronavirus qui est responsable de la Covid est pas encore complètement élucidée. Donc, non, on ne sait pas. Voilà. Alors, mais c'est vrai. Nous sommes à la fin de l'année 2022 et on ne sait toujours pas finalement d'où c'est venu précisément. Est-ce que c'était dans les grottes, les fameuses grottes en Chine, ou est-ce que sur les chauves-souris, sur des animaux sauvages, ou échappé entre guillemets d'une erreur de manipulation dans un labo, Aujourd'hui, que dit la communauté scientifique, vous qui suivez beaucoup tous ces travaux? Bien, on a l'assurance qu'il s'agit d'un virus issu de la chauve-souris. Maintenant, on sait aussi qu'il n'a pas pu se transmettre directement à l'homme, donc il est passé par des intermédiaires, probablement un mammifère. Maintenant, est-ce que ce passage de la chauve-souris vers un mammifère, vers l'homme, s'est fait naturellement ou s'est fait suite à des manipulations en laboratoire? Je pense qu'il est encore trop tôt pour affirmer quoi que ce soit. Parce que pas facile d'avoir des informations avec les Chinois. Quand même. Non, et puis un virus, c'est tout petit, ça bouge très vite, ça mute très vite, et donc c'est pas facile à suivre. Ouais, c'est ça. Il y a un chapitre aussi dans votre livre, donc comment la mise à mal de notre environnement met en danger la santé humaine, sur la manipulation de la biodiversité par l'homme, vous l'évoquez. Et en cela, c'est dangereux. Mais encore une fois, depuis l'aube de l'humanité, on manipule la biodiversité. En permanence, En permanence. Si on est capable de digérer aujourd'hui des produits laitiers, c'est parce qu'à un moment donné, on a utilisé des bactéries pour les fermenter et pour les rendre digestibles, justement. Donc il y a évidemment des bons côtés. Il y a tous les antibiotiques qui sont fabriqués par des bactéries ou des champignons qui sont vivants dans la nature. Et puis... quelquefois, certaines manipulations peuvent amener à des dérives. Parfois, des manipulations dont on ne perçoit pas forcément la finalité, mais bon, c'est le principe de la recherche, c'est de chercher. Quelquefois, on y va à tâtons, en espérant qu'il en sortira quelque chose de positif. Malheureusement, de temps en temps, c'est pas toujours positif. Oui, non, mais bien sûr. Cela dit, vous le dites quand même aussi, parce que vous avez une 4e partie sur le vivant qui se meurt. Est-ce qu'on peut détruire sans risque notre contrat d'assurance? C'est une vraie question en fait philosophique sur l'avenir de l'humanité. Oui, globalement, toutes les études qui s'intéressent à la question de la relation entre la biodiversité et la santé humaine amènent à la conclusion que plus la biodiversité est élevée, meilleures sont les chances de rester en bonne santé. Donc là, globalement, toutes les études convergent, et même les espèces en apparence les plus nocives, on parle du moustique par exemple, eh bien, il y a des côtés bénéfiques, et il y a intérêt à conserver une diversité d'espèces de moustiques. Finalement. Alors, vous allez vous parler du moustique, je vous emmène moi sur les rats, la prolifération en fait des rats. Vous l'évoquez, rats des champs, rats des villes. Alors, votre avis, professeur de Kock? Alors, le rat, c'est un exemple très ancien de ce qu'on appelle aujourd'hui les invasions biologiques. Là aussi, on en parle beaucoup parce que c'est une des causes importantes d'érosion de la biodiversité.
Parmi les espèces les plus invasives, il y a effectivement le rat, hein. Il y a le rat, il y a le chat, il y a la chèvre, qu'on a introduit sur beaucoup d'îles notamment, et qui ont fait des ravages terribles. La chèvre aussi. La chèvre aussi, parce que vous savez que la chèvre, elle mange beaucoup de choses. Et donc, quand on l'introduit sur une île où elle se met à proliférer, elle mange tout. Beaucoup de plantes ont disparu. Le chat aussi, évidemment. Le chat, qui est un prédateur aussi très important. Pour les oiseaux, pour les mulots. Voilà. Et le rat, donc oui, c'est l'exemple ancien d'une invasion biologique. Le rat est une espèce qui est originaire d'Asie au départ. Les deux espèces de rats, le rat noir et le rat brun, celui qu'on appelle le surmulot, ce sont des espèces d'origine asiatique qui ont été introduits accidentellement en Europe, qui s'y sont tellement bien acclimatées qu'elles ont proliféré. Et malheureusement, le rat est aussi le réservoir d'un certain nombre d'agents pathogènes. On parle beaucoup de la leptospirose en ce moment, mais beaucoup d'autres maladies. Et puis bien sûr, il y a eu la peste dans l'histoire de l'humanité. Bien sûr. Une des plus graves épidémies qu'a connue l'humanité. Oui, donc il faut, contrairement à certains discours, disons qu'il faut laisser les rats dans les villes tranquilles parce que ils nettoient les égouts, etc. Vous dites, vous, attention quand même, danger, quoi. Le danger, c'est le contact entre l'homme et le rat. Donc il faut éviter au maximum les contacts. Maintenant, c'est vrai qu'on ne peut pas nier l'effet positif du rat, notamment en matière de dégradation des déchets. Dans les villes, les rats nous débarrassent d'une quantité de déchets beaucoup plus importante que les éboueurs. Mais ils nous débarrassent, mais en même temps, ils se nourrissent et donc ils prolifèrent aussi comme ça, parce que ça va très très vite, quoi, la prolifération des rats. Ce que vous dites, c'est qu'il n'y avait pas de rats sur le continent européen, en France, auparavant, alors? Non, alors il y a eu... alors là, je suis très étonné, effectivement. Oui, c'est une espèce... Alors le rat noir, c'est le premier qui est arrivé. Il y a eu des premières introductions accidentelles à l'époque romaine. Notamment à Marseille, où on a des données archéologiques, archéozoologiques qui montrent cela. Et puis le surmulot a été introduit un petit peu plus tard. Il a d'ailleurs poussé hors des villes le rat noir, c'est pour ça qu'il est devenu le rat des champs, alors que le surmulot, lui, est appelé rat des villes depuis La Fontaine. C'est ça. Mais il a été introduit et effectivement, c'est une espèce exotique à l'origine. Et ce que vous dites, c'est que voilà, il y a un effet boomerang avec tout ça. C'est le titre de votre livre, professeur de Kock. C'est-à-dire que ce soit sur le déplacement d'animaux, le déplacement de plantes, etc., que l'on acclimate ailleurs, il faut être vigilant, quoi. Oui, quelque chose qui peut avoir un apport qui est bienfaiteur au début peut évidemment conduire aussi à une forme de catastrophe si on n'y prête pas attention. Oui, avec la mondialisation, on a des flux transcontinentaux d'espèces vivantes, parfois mortes également, mais même sur un animal mort, on peut avoir... Alors, des virus plus difficilement, mais des bactéries qui peuvent survivre un moment et être introduites en même temps qu'on a introduit un cadavre d'animaux. Il n'y a qu'à voir ce qui est saisi chaque jour à Roissy dans les bagages, comme animaux morts ou vivants. C'est des voies d'entrée possibles d'un continent vers un autre. En même temps, effectivement, on s'est habitué à voir certains animaux exotiques de compagnie. On est habitué à voir des plantes exotiques dans les jardins. Certaines espèces exotiques sont utilisées aussi pour la production de bois en forêt. Et puis, de temps en temps, détruisent aussi, quoi. Les arbres, par exemple, tout à fait. Certaines qui sont touchés, bien sûr. Comme le rat, deviennent invasives et vont créer un certain nombre. En fait, d'un autre côté, quoi. Bien sûr, quoi. Donc, prudence, vigilance, mais malgré tout, vous restez quand même positif. Vous faites confiance à la science, puisque vous êtes un scientifique pour l'avenir. Merci, professeur Guillaume de Kock. Boomerang, comment la mise à mal de notre environnement met en danger la santé humaine, aux éditions du Rocher. Merci. Nous parlons de la santé parce que ça a été un élément fondamental qui a traversé l'année 2022 et encore probablement l'année 2023 autour de notre système de santé et puis plus généralement le bien-être avec le docteur Christian Rekia qui est avec nous pour aborder ces questions. Bonsoir.
Bonsoir. Vous avez écrit les 4 S pour se rééquilibrer. C'est aux éditions Humaine Science et ça permet évidemment de faire le point sur toutes ces questions. Avant de voir justement où en est l'alimentation en fait aujourd'hui pour nous, pour que nous avancions en fait peut-être un petit peu mieux, que nous distinguions ce que l'on doit véritablement comment bien manger, bien se porter. Il y a aussi la médecine et notre système, parce qu'on en a parlé tout au long effectivement de l'année. Est-ce que notre système de santé, docteur Recchia, est à bout de souffle? Eh bien, je dirais que cette année a été marquée par la signature d'un effondrement du château de cartes. Ouais. Il faut que nous parlions avec beaucoup d'humilité. Et je dis cela avec beaucoup d'humilité car nous avons un système de santé qui techniquement est absolument remarquable, des médecins extrêmement bien formés, des médecins qui sont dans l'humilité, le travail, l'adversité, qui travaillent sans compter, de même pour les infirmières, de même pour les soignants. L'ensemble de la chaîne. La chaîne est remarquable, ouais. Il faut leur rendre hommage. Mais le système en soi est indigne, indigne parce que nous sommes avec des diagonales du vide depuis une quarantaine d'années. Ouais. Avec l'amiral Pierre Lacoste et avec Christian Cabrol, nous travaillions sur les bassins de vie. Et dans chaque bassin de vie, dans les années 70, 80, 90, nous avions des médecins généralistes, clés de voûte du système de santé, sur lesquels on pouvait compter par territoire, par village, par hameau. Ces généralistes étaient en mesure d'être chez les patients à 20 heures, ouais. Chez les patients à 8 heures. Et les patients avaient une sorte de communion technique avec finalement les médecins et ils étaient rassurés. Ouais. Aujourd'hui, nous sommes en train d'élaborer une angoisse extrêmement profonde parce que en Creuse, parce que en Lorraine, parce que à Paris maintenant, dans l'Île-de-France, quand on recherche un dentiste, quand on recherche un gynéco, quand on recherche un néphrologue, quand on recherche un dermato, quand on recherche la clé de voûte du système de santé, un généraliste, on ne trouve plus. Et la grande erreur stratégique, je n'ai pas à critiquer les gouvernements. J'ai simplement à préciser que nous sommes rentrés dans l'indignité. Et quand nous avons la semaine dernière le docteur Céline Bretel qui dit, effectivement, qui est président d'un syndicat de médecins généralistes et qui dit il nous faut 50 € par consultation. Mais c'est un minimum, parce que quand ils sont payés 25 €, mais il faut du temps. Moi je suis médecin interniste. Ouais. Pour faire une consultation de médecine interne, il faut 3/4 d'heure, 1 heure, 1 heure et quart, 1 heure et demie. Il faut avoir la vision globale du patient. Il faut avoir la patience d'organiser une succession d'examens cliniques complémentaires. Il faut avoir une vision fine des choses. Alors, donc, on est dans l'indignité. Mais docteur Recchia, vous parlez d'un système indigne, alors qu'il y a encore quelques années, très peu de temps, on disait nous avons en France le meilleur système de santé au monde. Mais pourquoi nous sommes d'accord. Alors évidemment, qu'est-ce qui s'est passé? Je ne fais pas de politique, mais je peux simplement constater que la vision comptable du système de santé, on ne peut pas être comptable quand on n'a pas prévu la Covid, quand on n'a pas prévu les bronchiolites, quand on n'a pas prévu la triptyque grippe, bronchiolite et Covid dans le prochain mois, quand on n'a pas compris que on ne peut pas tout complètement appuyer la médecine la santé publique sur les urgences, car moi-même j'ai commencé en tant que réanimateur chez le professeur Alain Larcan, qui était président de l'Académie de médecine, très grand réanimateur de France dans les années 80. Ce qu'il faut quand même comprendre concrètement, c'est qu'à l'époque, la réanimation, les urgences étaient en collatéral, étaient des piliers parmi des systèmes de piliers extrêmement solides. Là, aujourd'hui, tout s'effondre. Et donc, je réponds à votre question, c'est qu'aujourd'hui, je prends un exemple banal, la paix de Paris, le nouveau directeur qui a, je pense, la volonté de rétablir les choses, avec un programme en 30 points, si on l'entend, eh bien, effectivement, ce programme en 30 points constate quoi? C'est qu'en fait, 10% des infirmières ont disparu depuis la Covid. Il y a donc 1700 infirmières en moins. On a envie d'embaucher 2800 infirmières, mais il n'y en a que 2200 à embaucher parce qu'il n'y a plus de vocation. Quand aujourd'hui, des humains sont massacrés à 17 heures par jour, 15 heures par jour, 6 jours sur 7, 7 jours sur 7, quand on empêche qu'ils partent en vacances et quand techniquement on voit des patients et la relation patient-infirmière qui est remarquable quand l'infirmière est là. Ouais. Mais on a aujourd'hui des services hospitaliers où il n'y a
plus d'infirmières, où les infirmières font ce qu'elles peuvent, où les médecins font 2 fois plus de travail que prévu. Donc là, je répète la même chose, si vous voulez, mais j'appuie sur le fait que ce n'est pas un problème d'économie, c'est un problème de vision. Je vais répondre encore plus nettement aux choses. C'est comme l'électricité. Aujourd'hui, on gère par la pénurie. Donc, il faut faire des économies. Mais on ne donne pas le sens où est la cathédrale. On ne dit pas, dans 3 ans, sur la santé, il y aura dans 3 ans, concrètement, 5000 médecins de plus. Il n'y a pas de plan, il n'y a pas de vision, il n'y a pas de programme. On n'a pas très bien travaillé sur nos structures, mais on n'a pas anticipé. Mais nous n'avons pas de visionnaire. Politiques, l'administration. C'est au Premier ministre, c'est au ministre de la Santé, c'est au président de la République de dire nous voulons dans 5 ans 10 000 médecins généralistes de plus, nous voulons dans 5 ans 1000 ophtalmos de plus, et en attendant il y a plus de burn-out, et là nous ne parlons même pas de la psychiatrie, nous ne parlons même pas de la pédopsychiatrie, nous ne parlons même pas, parce que c'est cataclysmique. Donc mais je ne veux pas être pessimiste vis-à-vis de nos auditeurs. C'est si noir que ça, quand même. Oui, c'est très grave. C'est pas noir. On réussit quand même aussi à trouver. C'est pas noir, c'est très grave. Mais je le dis, comme je le disais au début de cet entretien, c'est que techniquement, quand on prend individuellement un médecin, un spécialiste, la technologie est remarquable. Donc quand on prend le médecin qui fait bien son travail parce qu'il a le temps de le faire, je dirais qu'on est parmi les meilleurs. Mais quand dans une armée, il y a 80 000 soldats alors qu'il en faudrait 800 000 pour faire la bataille, et ben là nous n'avons plus que 40 000 et concrètement nous le faisons autant que faire se peut. C'est de cet ordre-là. Après le problème c'est évidemment aussi le financement. Nous sommes endettés de partout. Mais ça nous coûte beaucoup plus cher. Car moi-même qui suis un acteur de la prévention depuis 35 ans, 40 ans avec le professeur Cabrol, on voit bien qu'il y a un effondrement de la capacité à prévoir. Je fais de la prévention depuis 30 ans. Il y a un ministère de la prévention que depuis 6 mois. Mais il n'y a aucun moyen. Quand le ministre des Sports a décidé avec le ministre de l'Éducation nationale, si on en a un en ce moment, je ne sais pas, eh bien concrètement, si on a décidé de faire 30 minutes de sport par jour, mais pour avoir fait des analyses, des structures de sondage ces 6 derniers mois dans les écoles, ça ne se passe pas. Il n'y a jamais 30 minutes de sport par jour dans chacune des classes de France. Donc vous voyez, on agite de drapeau prévention, on annonce qu'on fait de la prévention, on n'en fait pas. On agite de drapeau qu'on va améliorer le système de santé, mais rien ne se passe. C'est extrêmement grave. Et là, dans 2-3 ans, nous aurons finalement encore moins de dentistes, encore moins de gynécos, encore moins de spécialistes, encore moins de généralistes, mais il n'y a pas de solution apportée. On ne voit pas comment le programme se fait. Il n'y a pas de plan de bataille, il n'y a pas de vision. Est-ce que c'est parce qu'à un moment donné, on a voulu limiter les dépenses il y a quelques années dans les administrations en disant, enfin l'administration qui prévoyait, en fait, il y a 30 ans, on avait un commissariat au plan qui disait il nous faudra tant de médecins, etc. À telle époque, à tel moment dans notre société. Et est-ce qu'on ne l'a pas bien anticipé en se disant non, il faut qu'on limite, c'était le fameux numerus clausus, on limite le nombre de médecins, sinon ça va faire exploser les dépenses, quoi. Non ? Là, c'était une vision extrêmement précaire. Ces gens qui avaient décidé ça étaient d'un très haut niveau d'incompétence. Car il est évident aujourd'hui... Ils faisaient peut-être ce qu'on leur demandait, non ? Ils faisaient sottement ce qu'on leur demandait, sottement. C'est-à-dire qu'en fait, soyons clairs aujourd'hui, quand dans un bassin de vie, dans la Creuse, dans le Nord, ou je dirais même dans le Sud, où il y a une hyper-densité de population, quand il faut attendre, je dirais, 4 mois pour un rendez-vous de généraliste, ou quand même, un généraliste s'en va et dit « je ne prends plus de nouveaux patients ». Il y a des cohortes de patients qui ne se soignent plus. Et ça va coûter beaucoup plus cher de soigner ces patients-là qui attendent. Il y a des patients qui ont Je prends un exemple simple, la denture. La qualité de votre denture est capitale parce qu'une denture mal structurée provoque des pathologies majeures au niveau cardiaque, au niveau tissulaire, partout. Aujourd'hui, pour retrouver un dentiste qui dit, ben voilà, je peux vous donner un rendez-vous cette semaine pour une vision globale, et puis ensuite tous les ans, on a des patients qui n'ont plus vu de dentiste depuis quelques années parce que finalement, ils ne trouvent plus de rendez-vous. Et donc, nous sommes à la porte d'un effondrement durable parce qu'il n'y a pas de plan de bataille, il n'y a pas de vision. Nous avons des politiques sans aucune vision qui ne sont pas visionnaires. Ces politiques-là, tous, je ne fais pas de politique. Oui, bien sûr. Je redoute les extrêmes, mais tous. Prenons un exemple pragmatique. Aux dernières élections présidentielles, 2008 et les autres, 2007 et les autres,
il n'y a jamais eu un vrai débat sur la santé. Il y a toujours eu des promesses, mais il n'y a pas eu de plan bataille en disant dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, voici le plan d'amélioration. Un plan stratégique avec des analyses stratégiques économiques. Quand vous me disiez, pardon d'être un peu long, mais quand vous me disiez oui, mais quand même, c'est parce qu'on a diminué les budgets que les choses vont mal. L'administration fait ce qu'on leur demande. Mais aujourd'hui, je peux vous démontrer que lorsqu'on aura assis une action de prévention plus durable dans les jeunes populations, on évitera les diabètes, on évitera les obésités, on évitera les maladies cardiovasculaires, on évitera toutes les complications. Aujourd'hui, il y a des accouchements qui se font à la maison avec des complications parce qu'il n'y a plus de maternité. Donc, dans tous les secteurs, il y a un effondrement. Il y a urgence. Docteur Recchia, nous allons poursuivre dans un instant avec vous. Vous avez écrit aussi pour l'amour de la vie. Finalement, dans ce contexte-là, c'est à chacun de prendre sa santé aussi un petit peu en main. C'est ce que vous indiquez un petit peu dans ce livre, même si évidemment vous vous reposez bien sûr sur la médecine, mais sur l'alimentation. Il y a énormément de choses en fait dans la prévention. C'est ce qu'on va voir dans un instant avec vous, docteur Recchia, sur Sud Radio. Où va notre système de santé? Ça a été l'une des questions pendant toute l'année. On y revient aujourd'hui sur Sud Radio parce que ça a dominé et ça va continuer évidemment probablement en 2003. On le disait, notre système est à bout de souffle. Vous le disiez, docteur Recchia, que il est menacé d'effondrement, notre système de santé. Dans ces conditions, il faut prendre un peu sa santé, son destin évidemment, le prendre entre ses mains. Et c'est ce que vous dites dans votre livre, Les 4 S pour rééquilibrer sa vie, aux éditions Humaine Science. Les 4 S alors, quels sont-ils? Évidemment, cet ouvrage est finalement l'aboutissement d'une activité professionnelle longue auprès du professeur Cabrol pour les greffés du cœur. Cet ouvrage, c'est la synthèse de mes interventions à Normal Sup, à Centrale Supélec et dans des unités médicales dans les différentes facultés de France et auprès des correspondants de l'Académie de médecine. Cet ouvrage finalement a pour objectif de dire des choses simples. C'est que dans une vie, nous avons l'acmé de notre santé aux alentours de l'âge de 20 ans. Et je dis aux parents, la santé de votre enfant se structure jusqu'à l'âge de 20 ans et après l'enfant est libre à lui de canaliser sa santé ou de faire perdre sa santé. Ce qui veut dire que des parents vont devoir dire, quand l'enfant a 15, 16, 17 ans, eh bien oui, je fais un bilan global de mon enfant pour voir quels sont les risques potentiels eu égard à notre histoire génétique. Et puis ensuite, vous et moi, mesdames et messieurs... Mais bilan sur quoi alors mesdames et messieurs, vous comprenez bien que vous et moi, on a progressivement une lente et inexorable glissade. Et quand la glissade est forte, on subit des pathologies. Et quand j'avais des greffés du cœur à mes côtés, je constatais que en les aidant à structurer, à canaliser leur stress, en leur demandant de faire du sport, en leur demandant de maîtriser leur sommeil, et surtout à canaliser la sphère alimentaire, en commençant par le jardinage avec Patrick Mulan, par exemple, et puis concrètement à structurer les 10 plans de l'équilibre alimentaire, eh bien avec cela, j'avais à mes côtés des greffés du cœur qui, de la glissade, remontaient dans une sorte d'harmonie et d'équilibre. Et j'irai même plus loin, si je puis me permettre, c'est que chacun d'entre nous, quand nous subissons une pathologie, eu égard à ce que nous pouvons dire sur l'effondrement du système de santé, eh bien quand un patient quitte l'hôpital, il a pas absolument parfaitement été soigné. Le médecin généraliste, clé de voûte du système de santé, a fait ce qu'il a pu, avec les moyens qu'il a et la faible armée qu'il représente aujourd'hui. Eh bien, quand ce patient quitte un hôpital, je prends l'exemple d'une patiente que j'ai eue la semaine dernière, elle a subi une intervention sévère au niveau de la colonne vertébrale, elle a quitté l'hôpital au bout de 3 jours, et quand elle est revenue chez elle, elle a 4 enfants, c'était l'effondrement, parce qu'elle était au fond de la glissade, mais personne autour pour lui remonter, puisque pas de kinésithérapeute à proximité pour l'aider, son mari travaillant. Elle s'est retrouvée avec la nécessité de demander à des aidants familiaux de l'envelopper. La société n'a pas prévu cela. Oui, on laisse partir les gens d'hôpital très très vite. Alors on est content ce plan comptable, mais on ne voit pas derrière que le patient est dans une glissade. Nous parlions ce matin, j'entendais ce matin ces associations qui travaillent pour les femmes qui ont des cancers triple X très complexes, et cette association les aide. Ça, c'est magnifique. Mais je dirais que cette structure-là, par exemple, quand ces patientes se retrouvent au fond de cette glissade, elles n'ont pas d'accompagnement. Et de ce fait-là, avec les 4S, on est en mesure progressivement de remonter cette pente. Alors, les 4S, quels sont-ils? Parce que la sphère alimentaire, le sport,
maîtriser son stress. Son stress, voilà. Et le sommeil. Et le sommeil. Quand on maîtrise le sommeil, le stress, et qu'on a du sport à faire, parce qu'on se mobilise pour faire du sport, même, pardonnez-moi, mais 3 minutes par jour d'une façon intense. On a démontré que sur 10 000 patients testés, à 3 minutes par jour, en, par exemple, montant systématiquement les escaliers plutôt que prendre l'ascenseur, c'est une dynamique qui vous permet d'éviter les cancers. Et le dernier reste, c'est évidemment la grande sphère alimentaire, qui est une grande partie de l'ouvrage. Mais je dirais que... Et sur la sphère alimentaire, alors comment définir son équilibre, quoi? Alors sur la sphère alimentaire, ça nécessiterait une émission de plusieurs dizaines d'heures. Et d'ailleurs, on pourra se revoir si vous le souhaitez. Cela étant, la sphère alimentaire, c'est une question de culture. C'est-à-dire qu'en fait, sur le plan culturel, nous avons des familles qui sont préservées de maladies vasculaires, malgré les stigmates génétiques d'une pathologie vasculaire naissante. Mais le fait qu'ils mangent bien, le fait qu'ils mangent 1 kilo de poisson par semaine, le fait qu'ils savent manger 1 kilo de poisson par semaine sur 14 repas, c'est pas grand-chose. C'est vrai, c'est pas grand-chose. Voilà. Le fait qu'ils mangent de la variété, le fait qu'ils mangent des légumes secs à raison d'un demi-bol par jour en hiver, le fait, par exemple, qu'ils aient des légumes systématiquement, des fruits systématiquement, en fait, c'est pas grand-chose l'équilibre alimentaire. C'est d'abord apprendre à cuisiner. Quelqu'un qui ne mange jamais de légumes ou de fruits, la méthode, c'est d'abord d'apprendre à acheter. Parce que pour les enfants, c'est difficile parfois de leur faire avaler. D'apprendre à acheter. Donc, accompagner les parents aux achats et apprendre aux enfants à acheter. Apprendre aux enfants à collationner, à faire des recettes. Apprendre aux enfants dans une assiette, il faut finalement des choses simples. Ces choses simples, c'est des protéines végétales comme les légumes secs, les pâtes, du riz. Ce sont des protéines animales que l'on peut manger comme le poisson, le poulet. Et le poulet est une remarquable protéine, par exemple. C'est systématiquement penser que le légume est une nécessité. Et là, j'apporte un élément complémentaire. Le savoir cuisiner est fondamental, car un haricot vert qui est cuit dans de l'eau, mais vous avez acheté ces haricots verts X € le kilo, mais je peux vous dire qu'après la cuisson dans de l'eau, il ne reste plus rien. Ah bah non, donc les haricots en conserve que l'on prend parce que plus facilement en hiver, ça ne sert à rien. Il reste beaucoup de choses à haricots secs, mais dans les haricots verts, il reste plus rien du tout. Plus rien du tout. Il reste pas grand-chose. Ah bon, bah dites donc, vous allez en décevoir beaucoup là. Ce qui signifie que la cuisson d'un produit est un élément important. Donc vous voyez, savoir se nourrir, c'est pas seulement savoir assumer un cahier des charges banal d'une diététicienne, c'est avoir une culture, savoir se faire plaisir. Et je prendrai l'exemple, par exemple, d'une garbure du sud-ouest de Pau ou de Bayonne ou de Saint-Jean-de-Luz, pour pas faire le combat entre les deux nations. C'est remarquable. Une choucroute alsacienne, une poule au pot, un poulet rôti, même avec des frites, ne me gêne absolument pas. L'idée est de comprendre que finalement tout est consommable. Et prenons l'exemple du beurre. Un beurre qui est issu de Trouville-la-Liqueurville, où les vaches ont mangé de l'herbe. L'herbe est verte, elle est épaisse. Eh bien, l'herbe apporte des phénols dans le lait. Ces phénols se retrouvent dans le beurre. Et ce beurre n'est pas toxique pour la santé dès lors qu'on n'a pas dépassé les 10 ou 20 grammes par jour. Alors, donc, vous voyez, tout est une question de mesure. Docteur, alors justement, à propos de mesure, docteur Christian Recchia, il y a eu un grand débat, et il y a toujours, autour de la viande. Vous le savez, il y a eu un mouvement, et il y a toujours ce mouvement des véganes, très important, et qui ont tendance à stigmatiser tous ceux qui mangent la viande. Je ne reviendrai pas sur l'épisode qu'on a eu, évidemment, autour du barbecue, avec qui vous le savez, mais tout de même, est-ce qu'on peut manger encore de la viande, et de la viande rouge? Alors, il faut d'abord respecter en démocratie tous les goûts et humblement tout le monde. Donc si des personnes veulent manger vegan, il faut médicalement leur faire comprendre qu'il va y avoir des carences et que sur le plan médical, on peut les aider à, je dirais, passer ces carences et comment les soutenir. Aujourd'hui, bien évidemment, la viande est une nécessité dans l'équilibre alimentaire. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut éviter de manger des pièces de bœuf de 400 grammes, un poulet entier. Donc c'est une question de mesure. Il est évident aussi de comprendre que finalement, lorsqu'on apporte un repas avec de la viande, c'est pour ça que déjà tout à l'heure, je vous le disais d'une façon très franche, eh bien, avec de la viande, il faut des légumes secs. Et ce qui est génial dans les légumes secs, afin que le consommateur comprenne. Quand on mange du poulet, qui est, je dirais, la clé de voûte aujourd'hui des protéines de demain.
parce que finalement, c'est une protéine qui sera accessible à tous. Eh bien, quand on mange du poulet, on a des acides aminés d'une immense qualité. On a 21 grammes d'acides aminés de très grande qualité pour 100 grammes de poulet que vous consommez. Lorsque vous mangez des lentilles, eh bien, vous n'avez que 10 grammes d'acides aminés, des acides aminés complémentaires à la viande. Et donc, l'idée est de comprendre que finalement, aujourd'hui, quand je donne un exemple simple, il y a 100 ans, on consommait 30 kilos de légumes secs cuits par an et par personne. Ouais. Lentilles, pois chiches, haricots blancs, haricots rouges, fèves, par exemple. Aujourd'hui, c'est 500 grammes. Ouais. Les lentilles et les légumes secs que je viens de citer sont en plus des protéines, attachées à des antioxydants remarquables. Ce qui veut dire que la viande est nécessaire, mais la viande est nécessaire avec un apport en protéines végétales. Oui, et le problème aujourd'hui de ce combat politique, c'est qu'on ne mange pas suffisamment de protéines végétales. Et j'arrive à la question qu'il faut que vous entendiez, c'est quand un adolescent de 18 ans mesure 1,80 m, qu'il fait 2 heures de sport par jour, parce qu'il est vaillant, parce qu'il est dynamique, et qu'il entend qu'il ne faut plus manger de viande, il ne mangera pas plus de protéines végétales. Ouais. Et nous avons aujourd'hui des fractures de fatigue, on a des amyotrophies, on a des adolescents 18-25 ans qui sont dans l'incapacité de comprendre qu'ils sont en dénutrition, et c'est ça le danger d'une politique brutale avec rupture, en demandant aux gens d'arrêter de manger de la viande. Mais on peut en manger, mais avec mesure, quoi. C'est ce que vous dites, mange avec mesure. Et pour vous donner peut-être qu'on a beaucoup exagéré pendant toutes ces années. Alors évidemment, quand on regarde la France se retrouve, quand je prône cet équilibre alimentaire entre protéines végétales et protéines animales, en France, on mange d'une façon raisonnable de la viande. Quand on va en Amérique du Sud, on a parfois, moi j'ai eu des confrères qui m'ont dit, Christian, j'avais honte, quand je reviens du Chili, j'ai quasiment mangé en 2 mois, j'ai quasiment mangé un bœuf entier. Donc concrètement, c'est plus possible. Ce n'est plus possible. Donc il faut penser aux 8 milliards d'habitants, il faut penser à l'avenir. Dans une trentaine d'années, il y aura la capacité de produire dans le bien-être des protéines animales de très grande qualité, mais il faut augmenter la part des protéines végétales consommées. Et le défaut aujourd'hui de la nation, c'est ça. Protéines végétales, légumes secs et plus de végétaux. Merci, docteur Christian Recchia sur Sud Radio. Donc aujourd'hui, les 4 S pour rééquilibrer sa vie aux éditions Humaine Science. Et donc on a fait un petit peu pendant quelques minutes donc le tour du problème sur le système de santé et puis également sur les 4 S, comme vous le dites, quoi. Donc faites du sport, luttez contre le stress, sommeil. Le sommeil bien sûr, et puis la sphère alimentaire. Et le 4e, j'allais l'oublier. Sphère alimentaire, sommeil, stress et sport. Et sport, voilà, très bien. Merci beaucoup d'avoir été avec nous à vous sur Sud Radio.